Bien, bonjour. Dans le fond, on va faire ça un peu informel, disons. Dans le fond, quand on m'a contacté, c'était pour faire une présentation sur le patrimoine architectural de l'arrondissement Ville-Marie. C'était aussi pour fournir des pistes de réflexion pour l'exercice de conception de maquettes. Donc, l'idée, c'était de s'inspirer un peu du cadre bâti, de l'identité de l'arrondissement Ville-Marie, pour ensuite concevoir des maquettes de micro-bibliothèques. On va vous en parler plus tard un peu, définir un peu plus ce concept-là. Mais c'était un peu de s'inspirer de l'identité de l'arrondissement, qu'est-ce qui en fait ses caractéristiques, qu'est-ce qui la compose. C'est un peu difficile de parler du patrimoine de l'arrondissement Ville-Marie. Pourquoi? Parce que c'est un peu le berceau de Montréal. Donc, faire le patrimoine de l'arrondissement Ville-Marie, c'est un peu parler de l'ensemble de la ville de Montréal. Mais quand même, j'ai sélectionné certains monuments, certains bâtiments qui sont particulièrement importants. Puis ma sélection, je l'ai basée beaucoup sur leur capacité de ces bâtiments-là à être repris dans des concepts pour la conception par après. Donc, comment est-ce qu'on peut réinterpréter ces bâtiments-là? J'ai choisi certains bâtiments qui ont déjà été sujets à des réinterprétations. C'est un peu ça que je vais présenter. Juste dire, je n'ai pas une formation en histoire de l'architecture, donc j'ai vraiment une formation en urbanisme puis en études urbaines. J'ai étudié la patrimonialisation, donc le processus par lequel un objet devient patrimoine. Donc, comment est-ce qu'on choisit un objet puis on décide que cet objet-là, il est assez important puis qu'on en fait un objet patrimonial. J'ai quand même une certaine connaissance d'architecture, mais c'est pas non plus mon domaine. Fait que si jamais vous avez des questions, bien, vous pouvez m'interrompre, me les poser. Pas de problème, mais ça se peut que j'ai pas réponse à tout. Fait que j'ai divisé... évidemment, je vais passer ça de manière un peu chronologique, mais mon but, c'est vraiment pas de faire l'histoire de la ville de Montréal, là, vraiment pas. Fait que, dans le fond, j'ai choisi certains bâtiments, un peu de chaque période, puis voir un peu c'est quoi leurs caractéristiques. Donc, la période française, donc Montréal fondé en 1642, particulièrement pour, dans le fond, la mission d'évangélisation. Il reste vraiment peu de choses de cette époque-là, seulement quelques legs, quelques bâtiments intéressants. Et puis, beaucoup de ces bâtiments-là ont été transformés au fil du temps, donc ils ne sont plus nécessairement dans leur état d'origine, mais il y a quand même des caractéristiques qu'on peut aller voir, donc des bâtiments plus de l'époque de la Nouvelle-France, qui peuvent, eux, oui, être interprétés par les micro-bibliothèques. Fait que, un des derniers bâtiments qui nous reste, c'est le Fort de la Montagne, qui est peu connu. Dans le fond, c'était en 1677, on voulait aller évangéliser, mais plus loin, à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de la ville qui est située proche du fleuve. On voulait aller plus loin, proche de la montagne. Et on a construit un fort à cet endroit-là où, dans le fond, il y avait une espèce de petit village, un petit noyau avec environ 200 personnes. Et puis, autour de ce village-là, on avait construit des fortifications. Et ce qui nous reste, dans le fond, ce sont des tours des fortifications. Donc, c'était vraiment une enceinte rectangulaire avec, à chaque côté, chaque coin, des petites tourelles. Il en reste deux, dont celle-ci, qui est caractérisée par sa forme cylindrique, sa pierre en moellon. Donc, tous les bâtiments ont été détruits en 1854. Puis, c'est situé, si jamais vous demandez c'est où, au site du Collège de Montréal. Château Ramsay, donc ça, c'est un autre bâtiment important, très important, avec une histoire longue de même. Il a été transformé à plusieurs reprises, à plusieurs époques. Simplement mentionné qu'il a été créé par, le gouverneur de Montréal, Claude Ramsay, à l'époque de la Nouvelle-France, qui a été repris par la Compagnie des Indes. Après la conquête, ça devient la résidence des gouverneurs. Puis ça devient aussi pendant la Révolution américaine, mais en fait un peu avant, pendant l'occupation américaine de Montréal, ça devient un lieu qui est occupé par les Américains. Son architecture s'inspire aussi de la Nouvelle-France, mais c'est peut-être pas le bâtiment le plus représentatif du mouvement Nouvelle-France, mais c'est un des derniers qui nous reste, qui nous permet vraiment de voir ces caractéristiques-là. Un autre bâtiment plus intéressant de la Nouvelle-France, puis lui qui est beaucoup plus représentatif de ce qu'on voit, c'est la Maison du Calvet, construite en 1770, donc oui, après la conquête. Sa particularité, c'est que, en fait, puis je le dis un peu plus loin, mais dans le fond, c'est après la conquête, on continue à développer la ville ou à la construire comme on le faisait pendant l'époque de la Nouvelle-France. Donc, il y a cette particularité-là. L'accès se fait par l'arrière de la rue, donc pas par l'avant. Encore une fois, on a cette pierre grise qui est taillée en moellon. Le toit à deux versants qui
forment une pente d'environ 45 degrés chacun. C'est assez caractéristique de l'époque. Puis la façade avant, on a une composition qui est quasi symétrique, donc qui est très semblable. Puis ce qu'on remarque beaucoup, c'est l'ouverture, dans le fond, le pignon ici, qui est très large au niveau de la cheminée, mais qui est aussi très prononcé du côté gauche, donc du côté coin de la rue, ça sert vraiment à rien. Mais c'est pour assurer la symétrie avec l'autre côté, où là, ça a une fonction coupe-feu, donc de ce côté-ci. Puis cette largeur de cheminée, c'est vraiment aussi très caractéristique de l'époque de la Nouvelle-France. On le voit aussi sur le château Ramsay, la même chose. Donc, au niveau de la forme, c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent en Nouvelle-France. Au niveau des matériaux, je pense que la grosse caractéristique, puis ça, on le reprend, puis c'est une constante dans l'histoire de Montréal, c'est la fameuse pierre grise de Montréal. La fameuse pierre grise qui a été vraiment identifiée comme étant la caractéristique identitaire de Montréal. Il faut dire qu'il y a eu des incendies à quelques reprises à l'intérieur de la ville fortifiée, puis on a rendu obligatoire la construction en maçonnerie ou en pierre. Donc, la pierre locale, qui était la pierre grise, a été utilisée abondamment dans plusieurs bâtiments. Donc, il n'y en a aucun là-dedans qui date de la Nouvelle-France. Sauf, oui, ici, ça, c'est l'hôpital général, je pense. Mais sinon, ce qu'on voit, c'est qu'à travers toutes les époques, donc j'en ai mis des très récents, comme des plus anciens, ces bâtiments-là réutilisent toujours la même pierre, qui peut prendre plusieurs formes, mais qui donne quand même une certaine uniformité à l'ensemble de la vieille ville. Puis pendant le mouvement postmoderne, donc plus des années 80 à 95, ça a été abondamment repris. J'ai mis l'exemple du complexe Chose-Gros de Léry, puis l'exemple du CCA avec le bâtiment de CCA, mais aussi le jardin des statues de Melvin Charney en arrière, qui est vraiment des exemples importants. Donc, c'est sûr qu'au niveau d'une bibliothèque, si vous voulez reprendre l'identité de Montréal, la pierre grise, c'est pratiquement l'incontournable. Bien, je dirais pas un incontournable, mais ça peut faire partie d'un concept. Les fortifications, donc, ont évidemment été établies pour se protéger des envahisseurs des populations autochtones. En 1687, c'était simplement des palissades en bois, puis on a construit ça en dur plus tard. Mais ça venait beaucoup limiter le développement de la ville et finalement, on les a démolis avec le régime anglais. Et puis, ce sont les dernières traces qui nous restent, c'est au Champ de Mars, donc juste en arrière de la mairie de Montréal. On peut retrouver les derniers legs des fortifications de Montréal. Donc, la période anglaise, donc, comme j'ai dit, ça a pris un certain temps après la conquête avant qu'on puisse vraiment voir l'impact dans le fond, des Britanniques sur la forme urbaine, sur la forme de la ville. Mais ça a quand même amené des changements importants. Le premier changement, c'est dans les institutions religieuses. On dit Montréal, la ville au sans-clocher, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a beaucoup de congrégations, beaucoup d'églises différentes qui se chevauchent puis qui partagent un peu le territoire. Bien, un des exemples, c'est d'ailleurs, je crois, le seul bâtiment détruit, puis j'aurais pu en prendre plusieurs, mais c'est le seul bâtiment détruit de ma présentation, mais c'est l'église la cathédrale Christ Church. Donc, c'est la première église anglicane ou une des premières églises anglicanes de Montréal, mais c'est la première majeure. Pour ceux qui connaissent bien Québec, donc elle s'inspire beaucoup de la cathédrale Sainte Holy Trinity à Québec au niveau de sa forme. C'est donc une base carrée, style néoclassique au niveau de sa façade avant. Oh, pardon. Une grande colonne centrale avec une tour orthogonale, puis donc c'est ça. Donc c'est vraiment ça reprend le style de la cathédrale de Québec qui en fait a été construite avant. Puis la cathédrale de Québec a imposé un peu son style à travers la colonie par après. Donc elle reprend dans le fond quelque chose déjà d'existant. La basilique Notre-Dame, donc ça c'est vraiment une des icônes de Montréal. La première église a été construite en 1672, mais elle a été démolie pour faire place à celle-ci. La première était située carrément sur le site de la place d'Armes. Donc, lorsqu'on l'a démolie, ça a libéré l'espace. C'est un style qui est néo-gothique. Donc, ce qu'on remarque, c'est un espèce de croisement entre l'architecture plus classique, donc l'inspiration romaine, grecque, et l'inspiration gothique. Donc, on peut s'imaginer les cathédrales du Moyen-Âge en Europe. C'est un style qui allie un peu les deux. Gothique parce que, bon, on remarque avec le couronnement, les pinacles, même les créneaux et les contreforts qui sont situés, par exemple, ici,
qui reprennent une espèce de langage médiéval, mais aussi classique parce qu'on a une symétrie, on a une répétition des formes, les formes rectangulaires. D'ailleurs, une cathédrale gothique, généralement, ne sont pas rectangulaires. Donc, c'est comme ça allie un peu les deux styles, les deux courants. Puis c'est vraiment devenu, à travers les époques, une icône de Montréal. J'ai jamais trouvé les sources pour le prouver, mais j'ai déjà entendu dire qu'entre autres, quand on a construit le complexe des Jardins, l'espace qui est entre les deux tours, en fait les 4 tours, crée une perspective visuelle directe vers la cathédrale, puis ça a été voulu, donc vers la basilique, pardon, et ça a été voulu, cette perspective qu'on a créée. Donc, on a cette espèce de mise en valeur de ce monument qui est particulièrement important pour Montréal. C'est un des lieux les plus visités. Le marché Bon Secours, donc c'est une place politique et commerciale importante. Peu de gens le savent, ça a été à la fois le Parlement, la mairie et un grand marché public. C'est un site qui est vraiment un site bien situé, proche du fleuve. Donc, lorsque les nouveaux immigrants arrivaient au pays, c'est la première chose qu'ils voyaient. Au niveau de l'architecture, c'est un bâtiment qui est assez spectaculaire, qui allie plusieurs courants ensemble. Donc, on a le corps central qui est vraiment, toute la base, qui est vraiment de style néoclassique. On voit avec le grand corps central, avec les grandes colonnades sur chacune des ailes aussi, le fronton triangulaire. Et puis, on allie à ça un style qui est plus de style Renaissance italienne, donc avec son grand dôme, donc son grand dôme perché sur une tourelle en forme de en fait, un tambour. Donc, c'est vraiment un bâtiment qui est assez spectaculaire aussi, qui est assez représentatif de Montréal. Le quartier ici, c'est aussi des lieux de savoir, mais on pourrait faire une présentation des livres puis des thèses sur le patrimoine de l'Université McGill. En fait, c'est parmi les plus beaux bâtiments de Montréal qui sont localisés sur le campus de l'Université McGill. Un campus qui s'est construit à travers les dons, la philanthropie. On a aussi le quartier... Oh, l'image ressemble. On a aussi le quartier latin. Quartier latin, en fond, l'Université Laval avait fondé une université, en fait, un pavillon universitaire au quartier latin. Donc, on avait l'Université Laval de Montréal, ça existait. Et puis, on avait l'Université Polytechnique avec ses premiers pavillons là, qui ont ensuite été repris par l'UQAM. Mais ce quartier-là, c'était là où il y avait l'élite, dans le fond, l'élite francophone. Et puis, lorsque l'Université de Montréal a déménagé à Outremont, cette élite a suivi. Mais on peut un peu s'imaginer le style puis l'ambiance qui régnait dans le quartier. Si on se dit c'était un peu l'équivalent d'Outremont, mais à une autre époque. Donc, c'est un quartier assez différent. Puis, il y a eu le Grand Feu. Donc, quand on parle de l'histoire de Montréal, mais aussi l'histoire du développement urbain, il y a comme un avant et un après 1852. Le Grand Feu a complètement tout ravagé. Les faubourgs qui sont situés à l'est, en fait, toute la portion entre Saint-Laurent et Saint-Hubert a été entièrement rasée. Ce qu'on voit ici, c'est John Molson qui observe ces ruines. Oui. 1852, le Grand Feu. Et donc, il y a vraiment un avant, un après, parce que on recommence à zéro, mais la ville est extrêmement résiliente. Elle s'est reconstruite très rapidement à cette époque-là, mais on repart à zéro. Ce qui nous amène à la troisième grande époque, qui est probablement l'âge d'or de Montréal, là où on parle de Montréal comme étant de la plaque continentale. C'est une plaque tournante continentale. C'est un terme qui est souvent repris, en fait, qui est de plus en plus repris dans la littérature lorsqu'on parle de Montréal et de cette époque. C'est un peu l'âge d'or de Montréal. C'est le moment où, dans le fond, Montréal, on en parle comme étant le centre névralgique du réseau de transport des biens et des marchandises. Pourquoi? Parce qu'on est situé à un lieu de transbordement. On prend les marchandises, on les met sur le bateau, puis on les envoie vers l'océan. Donc, c'est le lien entre le réseau ferroviaire et le réseau maritime, c'est Montréal. Et Montréal devient le deuxième port en importance en Amérique du Nord à cette époque-là, et le premier port pour les exportations de blé. C'est majeur parce que c'est vraiment ce qui fait la caractéristique de Montréal et qui explique beaucoup sa forme urbaine qu'on peut voir aujourd'hui, c'est à cette époque. Donc, je vais présenter certaines, peut-être pas en ordre chronologique, mais certaines composantes de ça. J'en oublie plusieurs, mais juste en repasser quelques-unes. Parmi les plus importantes, on a la gare Windsor, qui est à la fois un siège social et une gare. Elle va être modifiée à 3 reprises, puis elle est d'architecture d'un style néo-roman. Donc, dans le fond, c'est un style très éclectique. On reprend plusieurs formes de plusieurs époques, puis
On présente ça très caractérisé par ces grandes voûtes, ces grandes arcades aussi au niveau du sol. C'est un bâtiment qui est assez spectaculaire. Les élévateurs, donc, puis ça paraît anodin aujourd'hui, mais en fait, c'est un des premiers bâtiments qui est purement fonctionnel. Donc, on construit un bâtiment sans flafla, sans ornementation, vraiment pour son objectif fonctionnel. Et, bon, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais la légende dit que Le Corbusier en parle dans ses livres, puis présente comme étant un exemple pratiquement d'architecture fonctionnelle parfaite. Et puis, c'est une source d'inspiration pour, dans le fond, ce grand mouvement moderne qui va naître un peu plus tard. Mais c'est vraiment à cette époque-là que Montréal devient le deuxième port en importance, le premier port en importance pour les produits céréaliers. Puis ces grands silos, il y en a plusieurs à Montréal, mais ont une fonction à la fois d'entreposage et de distribution des produits céréaliers. Le carnaval d'hiver, donc ça, c'est un peu insoupçonné. Montréal a non seulement déjà eu un carnaval, mais ce carnaval-là était assez élitiste. En fait, comme j'ai présenté tantôt, Montréal était un centre névralgique, mais aussi touristique. Donc, l'élite de partout en Amérique du Nord convergeait vers Montréal par train et résidait dans les grands hôtels qui appartenaient ou qui étaient aussi liés aux compagnies de chemin de fer et fréquentaient donc ce grand carnaval. Et le Château de Glace, en fait, c'est un des bâtiments qui a le plus marqué les Montréalais. Puis on le voit, il y a énormément d'édifices à Montréal qui reprennent ce langage de château. Et l'explication réside en partie dans ce Château de Glace-là. Juste montrer à droite, c'est vraiment une photo, donc c'est vraiment à l'échelle de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et particulièrement sur la rue Sherbrooke, vous remarquerez, les bâtiments ont des petites tourelles, des petits créneaux. Ça reprend en fait ce langage du château. Donc ça fait aussi partie un peu du patrimoine collectif de Ville-Marie, ces grands carnavals d'hiver. Ils sont terminés, je ne me souviens plus exactement de la date, là, vers 1890. Ils ont repris à quelques reprises ces carnavals, mais principalement, ça a arrêté de fonctionner. Mais c'était vraiment pour l'élite, donc c'était pas pour la classe populaire. Moi, c'était réellement fait en place? Oui. Oui, c'est assez spectaculaire. C'est sur le bord du fleuve. En fait, c'était devant le marché Bon Secours. Les magasins entrepôts, en fait, le Vieux-Montréal, on pense qu'il est beaucoup plus vieux souvent que ce qu'il est réellement. Une bonne partie du Vieux-Montréal a été détruit, a été reconstruit pour en faire des grands magasins entrepôts. En fait, Montréal était un des grands centres de distribution, de commerce et de détail en Amérique du Nord. Et ces magasins entrepôts-là ont été construits à peu près autour des années 1850 à 1870. Puis ils sont caractérisés vraiment par leur grande fenestration, leur devanture, leur façade très travaillée, mais en même temps très, très fonctionnelle. Donc, beaucoup d'ensoleillement naturel à l'intérieur. On met en valeur les produits par de grandes vitrines. Puis, la façade qui est plus du côté ruelle ou du côté port, bien là, c'est une façade très minimale, très peu travaillée et qui sert principalement à la manutention des produits. Donc, on a comme ces deux côtés-là, mais vous remarquerez dans le Vieux-Montréal, particulièrement dans l'ouest du Vieux-Montréal, c'est pratiquement que des bâtiments comme ça qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est pas des bâtiments qui sont très, très vieux. Montréal est un centre financier et ça, c'est probablement le bâtiment... je l'ai présenté de l'autre avant. Le bâtiment iconique du centre financier de Montréal. C'est un des bâtiments les plus spectaculaires. Si jamais vous ne l'avez jamais visité, je vous invite à aller retirer 20$ dans ce bâtiment-là. C'est spectaculaire. C'est une expérience en soi. C'est la Banque de Montréal. Donc, c'est un bâtiment qui a été construit entre 1845 et 1847, qui a été réaménagé à quelques reprises, mais qui est passablement d'origine. Donc, c'est vraiment un bâtiment qu'on voulait construire selon les principes d'Antiquité romaine. On voulait le construire comme un temple romain, vraiment en honneur aux dieux. Sa composition est parfaitement symétrique, vous le remarquerez. On reprend un peu, dans le fond, les principes de l'acropole de Rome. Donc, c'est vraiment un bâtiment vraiment spectaculaire. Remarquez l'entrée à l'intérieur, donc la grande statue en or qui vous accueille, c'est vraiment spectaculaire. C'est un bâtiment aussi qui reprend en fait les principes de l'architecte Andrea Palladio. Donc, on parle d'un bâtiment qui est palladien, qui s'inscrit dans ce mouvement-là, donc néoclassique, mais palladien. Puis, c'est aussi un peu une référence au niveau bancaire, parce que ce bâtiment-là a eu des impacts après. Pensez à toutes les banques, les petites banques de quartier qui sont développées au coin des rues, particulièrement autour des années 1900.
qui reprennent un langage très néoclassique, donc très antiquité romaine. Sur Sainte-Catherine, je sais, Sainte-Catherine-Papineau, Sainte-Catherine, Amherst, il y a des beaux exemples de ça, de petites banques là, de quartier, mais qui sont très, très néoclassiques. Beaubien, Beaubien-Saint-Denis aussi, il y en a une. Donc, il y en a peut-être des centaines à Montréal. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être un jour les compter, les recenser, mais c'est vraiment dans le milieu bancaire, ce langage-là néoclassique est très, très présent. Puis ça, c'en est vraiment l'exemple extrême, là, puis qui en a inspiré beaucoup. Puis, son fronton, c'est aussi une de ses caractéristiques particulières. Donc, normalement, dans les frontons de ces bâtiments-là, on présentait les dieux. Et à Montréal, bien là, on a présenté les dieux de la finance. Donc, évidemment, la Banque de Montréal a mis son logo en plein centre, parce que c'est comme le dieu suprême. Ils ont eu l'humilité de mettre avec ça le logo un peu de la ville de Montréal. Puis, on a mis à côté deux autochtones et puis différents produits qui représentent les activités commerciales, donc commerciales, maritimes, agricoles, puis industrielles. Donc, on essaie de représenter un peu les dieux du commerce à travers ce fronton. Montréal, à cette époque-là, c'était, oui, la plaque tournante, puis c'était aussi au niveau manufacturier très, très important. Donc, on était proche du port, proche des voies ferrées, donc les produits pouvaient transiter rapidement, c'était intéressant. Donc, il y a aussi tout le développement des quartiers industriels. Ici, le quartier Sainte-Marie, le quartier Saint-Jacques en sont les bons exemples. Puis, l'usine McDonald's Tobacco en est certainement un des plus beaux legs aujourd'hui, ce qu'on peut voir. Il ne reste plus beaucoup de choses du bâtiment d'origine, puis on a retiré énormément de détails, mais on peut encore voir, en fond, la tour centrale qui est particulièrement bien représentée. Quelques exemples de tours d'affaires. Donc, à gauche, c'est l'édifice de la New York Life, qui est en fait ce qu'on dit souvent comme étant le premier gratte-ciel au Canada. Donc, premier gratte-ciel, bien, en fait, avant, on ne pouvait pas construire des gratte-ciels pour des raisons qui nous paraissent aujourd'hui très simples, mais en fait, il a fallu d'abord qu'on invente l'ascenseur, l'électricité. Puis, donc, c'est pour ça, en fait, que c'est à cette époque-là seulement qu'on a vu les premiers gratte-ciels. Il comptait 8 étages seulement, puis il est vraiment caractérisé par son horloge qui est au centre. On a aussi l'édifice de la Sun Life, qui est aussi un des plus grands édifices à bureaux. À sa construction, si je ne me trompe pas, c'était le plus grand édifice de l'Empire britannique. 26 étages, c'est un immeuble particulièrement prestigieux. Puis, j'ai sélectionné, en fond, quelques exemples plus modernes. Donc, exemple intéressant par sa forme, évidemment, donc la biosphère, ce qui était en fait le pavillon des États-Unis auparavant. On a évidemment Habitat 67, donc, qui est un bâtiment assez spectaculaire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'était un projet de maîtrise de l'architecte Moshe Safdie, et c'est son professeur de maîtrise qui l'a invité à élaborer un peu plus sa proposition dans le cadre de l'exposition universelle. Puis, sa proposition, j'ai déjà vu ses premières esquisses, ça allait beaucoup plus loin que ça. En fait, c'était vraiment l'architecture système. Donc, on conçoit l'architecture, mais comme étant une réponse aux problèmes urbains. Donc, on essaie de recréer la ville au complet, mais de manière plus fonctionnelle par l'architecture. Donc, sa proposition initiale, on avait des rues piétonnes, mais qui étaient dans les airs. On avait des centres commerciaux, des parcs, tout était intégré. Toutes les fonctions urbaines se retrouvaient à l'intérieur du complexe. Et c'était d'ailleurs ses premières maquettes pour Habitat 67. On l'a ramené un peu à la réalité des choses, puis il a dû baisser un peu ses attentes par rapport à son projet. Il a quand même construit un des bâtiments les plus spectaculaires de Montréal. Et ce qui est autant aussi une œuvre en ingénierie qu'en architecture, parce qu'entre autres, c'est la préfabrication de chaque module. En fait, on a assemblé des modules qui étaient déjà préfabriqués. Donc, c'est vraiment un bâtiment spectaculaire. Et le dernier, c'est évidemment le complexe de la place Ville-Marie. Donc, qui a été construit, conçu par les architectes Ming Pei, je suis jamais capable de prononcer, quand même un architecte connu, puis Henry Cobb. Puis ça se fait, on reprend un peu le langage donc, de la ville au sans-clocher, l'histoire de la croix sur le Mont-Royal, donc par sa forme en croix, mais c'est aussi une façon de maximiser l'éclairage à l'intérieur de l'édifice, l'éclairage naturel. Donc, c'est ça, j'ai présenté comme beaucoup d'exemples, puis j'espère ne pas trop vous avoir inondé, mais en même temps, le but, c'était de vous
vous fournir quelques pistes d'inspiration. Merci.